Combrexel est directeur général du travail au ministère de M. Sapin. Donc il a pu participer directement à la rénovation de la négociation collective. Qu'est-ce qui fait avancer notre modèle social, ou plus exactement, qu'est-ce qui régule le modèle social? Il y a plusieurs modèles. Il y a un modèle qui est, finalement, c'est la loi qui doit tout réguler. Il y a un modèle qui est, c'est la négociation collective. Il y a un modèle qui est de plus en plus prégnant au niveau de l'Union européenne, qui dit c'est le contrat de travail. Autrement dit, il y a un certain nombre de pays qui ont tendance à devenir majoritaires au sein de l'Union européenne, qui disent que d'une certaine façon, le droit du travail a correspondu à une certaine période historique, où par nature il y avait une situation d'infériorité du salarié vis-à-vis de l'employeur, et que cette situation a tendance à disparaître, et que donc le droit du travail perd de plus en plus de son utilité. Et donc, ça se traduit notamment par les difficultés que l'on a à travers la révision des directives sur le temps de travail. Il y a un certain nombre de pays qui disent le temps de travail, les questions de dépassement des horaires de travail, ça doit se réguler maintenant par le contrat de travail. On dit dans une sorte de relation individuelle entre l'employeur et le salarié, et que donc la question des relations collectives, de la loi, perd de plus en plus d'utilité. C'est quelque chose de central. La France a considéré que bien sûr la loi, on fallait appliquer l'article 34 de la Constitution, c'est-à-dire que le principe était posé par la loi, mais que maintenant, de plus en plus, la régulation devait se faire à travers la négociation collective, qu'elle soit interprofessionnelle, qu'elle soit au niveau des branches, ou qu'elle soit au niveau de l'accord d'entreprise. La première loi qui illustre cette évolution, c'est ce qu'on appelle la loi Larcher, la loi du 31 janvier 2007. La deuxième loi qui est extrêmement importante, c'est la loi du 20 août 2008, qui constitue la réforme de la représentativité, qui font que les acteurs soient plus légitimes. Là, ces deux lois qui sont des lois très structurantes en la matière, il y a tout, on va dire, tout le logiciel, on parlait de la Direction générale du travail, c'est un logiciel qui renvoie d'une certaine façon à la négociation collective. Donc quand on parle par exemple de travail le dimanche, il y a un renvoi à la négociation collective. Quand on parle de droit de grève dans les transports terrestres, il y a un renvoi à la négociation collective. Et entre une disposition législative qui allie de façon très précise l'ensemble du droit et une disposition législative qui renvoie à la négociation en encadrant avec des dispositions supplétives, on est, je vais dire, du point de vue quantitatif, à peu près dans la même situation, sauf que du point de vue qualitatif, on est dans une situation totalement différente. Alors, il y a deux façons de voir la réalité de la négociation collective. Soit vous allez voir le bilan de la négociation collective qui est fait tous les ans par la Direction générale du travail, qui montre que, grosso modo, la négociation collective se porte plutôt bien. Il y a à peu près 1000 accords de branche par an. Il y a à peu près 40 000 accords d'entreprise par an. C'est un peu plus compliqué que ça si on regarde les trois niveaux de négociation. Le premier niveau de négociation, c'est les accords nationaux interprofessionnels. Le dernier en date, c'est celui du 11 janvier. Où là, il y en a un certain nombre par an. Là, qui portent sur des sujets importants, mais généralement qui supposent une transposition sur le niveau des branches, sur le niveau des entreprises. Au niveau des branches, là où ça devient compliqué, c'est que négocier, ça veut dire avoir des permanents, avoir des experts, avoir une capacité véritablement de négocier. Alors c'est vrai bien sûr au niveau des syndicats, mais c'est vrai aussi au niveau des organisations professionnelles. En France, si on met à part les conventions collectives de l'agriculture, il y a 750 branches. Et donc si vous êtes une micro-branche, vous n'avez pas la capacité d'avoir cette expertise, et donc vous n'avez pas la capacité de négocier. Au niveau des entreprises, c'est que là aussi, négocier un accord d'entreprise, ça suppose qu'il y ait de part et d'autre la compétence et la volonté pour négocier. Pour des raisons qui tiennent à la fois aux entreprises et qui tiennent aussi je dirais, aux syndicats eux-mêmes. Souvent, ce sont des gens qui se consacrent quasiment toute leur vie à être syndicalistes, à négocier. Et donc, ce modèle-là n'est pas forcément attractif vis-à-vis des jeunes générations que vous êtes. Et donc, une des questions qui est posée, c'est de savoir s'il ne faut pas trouver des parcours syndicaux. Je vous ai dit qu'il y avait un renvoi à la négociation collective, ça c'est un premier point. Le deuxième point, je vous ai dit qu'il y avait des difficultés. En France, on se retrouve avec le fait que, comme il y a des difficultés, comme il y a une volonté, tout a tendance à revenir vers l'État. Quelles sont
les leviers de l'État en la matière pour influer, impulser, faciliter la négociation collective. Le premier levier, ce n'est pas un levier juridique, c'est une proximité des fonctionnaires, du ministère du Travail, vis-à-vis des départements sociaux. La deuxième chose, c'est que, alors on va parler par exemple des accords de branche. Lorsque une négociation est extrêmement difficile, il y a un moment, on institue ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, dans laquelle l'État joue, il y a un fonctionnaire de l'État généralement qui joue le rôle de facilitateur, donc qui vient à la négociation et qui essaie de faciliter la négociation. Il n'y a jamais eu autant de commissions mixtes paritaires, il y a une centaine de branches qui fonctionnent en commission mixte paritaire. Le troisième levier, en fait, c'est ce qu'on appelle l'extension des accords de branche. Une convention collective de branche, pour qu'elle soit opposable à tout le monde, doit être étendue par un arrêté du ministre du Travail. Le ministère fait deux choses. Le ministère fait d'abord vérifier que la convention collective est conforme au droit du travail, et éventuellement, comme lui reconnaît la jurisprudence du Conseil d'État, il a un pouvoir de jouer sur l'intérêt général. Ça veut dire que, alors même que la convention collective serait conforme au Code du travail, il a la possibilité de refuser l'extension pour un motif d'intérêt général. Le quatrième levier, c'est ce qu'on appelle, avec je mets des guillemets, la négociation administrée. C'est-à-dire que la négociation administrée, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque l'État, pour un motif d'intérêt général, a considéré qu'il fallait renvoyer la négociation et qu'il ne se passe rien. Dans ce cas-là, il y a un mécanisme de sanction qui est généralement égal à 1% de la masse salariale. La loi sur le contrat de génération est une illustration justement de ce mécanisme-là. C'est-à-dire qu'on dit aux entreprises de plus de 300 salariés, vous négociez un contrat de génération, ou à défaut, ayez un plan unilatéral, et si vous n'avez pas s'il n'y a pas ni négociation, ni plan unilatéral, il y aura un mécanisme de sanction équivalent à 1% de la masse salariale. Le deuxième exemple, là aussi, qui est assez récent, c'est la négociation sur l'égalité homme-femme. On dit aux entreprises, vous négociez sur l'égalité homme-femme, et si vous n'arrivez pas à négocier, et s'il n'y a pas de plan unilatéral, dans ce cas-là, il y a un mécanisme de sanction de 1% qui s'applique. Le troisième exemple, c'est la pénibilité, et donc de surtout pas voir une sorte d'opposition entre d'un côté l'État qui serait dans une logique loi, décret, circulaire, face à des partenaires sociaux qui penseraient uniquement à la négociation collective. Les choses sont beaucoup plus nuancées, complexes, délicates que ça. Alors, sur l'accord national interprofessionnel, je redis ce que je viens de vous dire, de bien comprendre que l'accord et la loi renvoient à des mécanismes de négociation et de tout ce qui concerne la mobilité. Donc l'idée qu'on doit prévoir une mobilité plus grande des salariés. Donc tous les dispositifs de mobilité sont des dispositifs qui renvoient à un accord d'entreprise. On a dit, ce sera l'accord d'entreprise de prévoir les distances, ce sera l'accord d'entreprise d'organiser les limites et les garanties de la mobilité interne. Il y a les fameux accords sur le maintien de l'emploi, qui sont les accords dans lesquels on dit quand une entreprise est en difficulté conjoncturelle, il y a une sorte de deal qui peut s'organiser entre d'un côté une entreprise qui s'engage à ne pas procéder à des licenciements pendant la période de l'accord, c'est la voie de la négociation au niveau de l'accord. Donc, bien comprendre que cet accord place, comme je l'ai dit au début, place en son centre la négociation collective. Donc ça, c'est le premier axe, en quelque sorte, de l'accord. Le deuxième axe de l'accord, qui est quelque chose de très, très important, c'est qu'il se préoccupe à la fois de la question de la précarité des salariés et de la question des parcours professionnels. Il dit que quelle est la première cause d'inscription à Pôle emploi? Ce ne sont pas les PSE, c'est les fins de contrats à durée déterminée. 2 mois. Ensuite, il y a des missions, et ensuite, dans un troisième axe, la troisième cause, c'est les licenciements pour motifs économiques, et notamment les PSE. Et donc, l'accord dit qu'il faut jouer sur les questions de CDD et CDI,
Et donc, il prévoit un mécanisme d'incitation en jouant sur les cotisations chômage, en disant schématiquement, plus le contrat est court, plus les cotisations chômage seront élevées. Donc, les parcours seront beaucoup plus heurtés. Et la question qui est posée, c'est qu'on a un code du travail qui est calé sur le contrat de travail, avec des contrats de travail qui sont de plus en plus courts et de plus en plus multiples. Et donc, il faut arriver à transformer notre code du travail et d'aménager quelque chose où certains droits, par exemple le droit à la formation, ou le droit à la liberté et autres, sont indépendants du contrat de travail, ce qu'on appelle la portabilité des droits. Donc, le troisième point qui est important, c'est la relation avec le juge, et c'est la question de la sécurité juridique. Notre droit du travail est perçu comme un droit qui est une source d'insécurité juridique. On essaye de réduire les procédures, d'encadrer les procédures, et on essaye, dans une certaine mesure, d'encadrer le rôle du juge. Les PSE unilatéraux seront homologués par l'administration, et les PSE qui se prennent sous forme d'accord seront validés. La stratégie de l'emploi de l'Union européenne, qui est de dire, face aux pays, à la Chine, à tous les pays BRIC et autres, il ne faut pas qu'il y ait une dégradation du modèle social, il faut que notre modèle social évolue, soit en capacité d'assurer à la fois le progrès social et la compétitivité des entreprises. C'est des mots, ça. Donc, à un moment, une fois, si on veut sortir simplement des mots, si on veut aller à la réalité des choses, ça suppose que justement la pratique des entreprises, la pratique syndicale, la pratique de la négociation porte ces valeurs-là. Donc vous avez, votre génération a une responsabilité. Une question, c'est par exemple le SMIC, est-ce qu'il devrait y avoir ce genre de négociation collective au sein des branches et par rapport à l'Allemagne, par exemple, est-ce qu'il devrait aller vers un salaire minimum qui est plus fixé par la loi, mais qui serait en fonction des branches Donc on a un système, effectivement, où il y a à la fois le SMIC, unilatéral, régalien, hors public, et puis vous avez les minima conventionnels qui sont différents en fonction des branches. Alors, je ne pense pas qu'on soit dans une situation, la réforme qui a été faite, je ne pense pas qu'on soit dans une situation où on va passer du SMIC régalien à uniquement dire il y a le SMIC, les minima conventionnels. Alors, en fait, la vraie question qui est posée, c'est quand je rejoins justement ce que je disais tout à l'heure sur le nombre de branches, de savoir s'il y a un dynamisme de la négociation salariale suffisante, de façon à ce que le SMIC soit très résiduel, en quelque sorte, qui joue le rôle de voiture balai. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Quand on fait l'ANI, la loi et la circulaire d'application, il y a une imbrication de l'État et des partenaires sociaux. Et que donc, quand je fais une circulaire sur sur la représentativité, ou quand on va faire une circulaire sur le PSE, c'est des circulaires dans lesquelles on va, d'une façon ou d'une autre, on va consulter, on va travailler.